Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer en revue la perception des problèmes dans l'organisation. La perception est la sensation intérieure qui résulte d'une impression matérielle réalisée grâce à nos sens. Concernant l'organisation entrepreneuriale, cette proposition de définition est insuffisante. Nous pouvons retenir que c'est un processus d'interprétation de messages par nos sens afin de donner une signification à notre environnement. Alors, concernant donc le processus de la perception, la psychologie cognitive propose le processus de perception suivant. Donc, on démarre par un stimulus d'énergie minimale ou énergie seuil. Donc, c'est l'énergie limite qui permet de capter l'information. En dessous ou en dessus de ce seuil, l'information n'est pas captée. Ensuite, nous avons la traduction sensorielle. L'énergie minimale est menée sur un récepteur sensoriel qui transforme l'énergie reçue en une impulsion nerveuse. Ensuite, donc nous avons l'activité cérébrale qui analyse le stimulus transformé en impulsion nerveuse, le compare, le classifie, le mémorise et enfin envoie une réponse à un muscle. Alors après, on a une réponse ou une sortie. Alors, elle est donnée alors une réponse perceptuelle ou une expérience. En fait, la perception se compose de 3 éléments. Nous avons le percepteur, donc ses expériences du passé, ses motivations et ses émotions peuvent affecter sa perception. Ensuite, nous avons l'objectif, l'ambiguïté ou le manque d'informations référant à ce qui est en train d'être perçu est une source d'interprétation. Puis nous avons le contexte qui aide au changement de la perception que nous avons de l'objectif. Les éléments précédents qui nous permettent de comprendre ce que nous percevons. Cependant, il est nécessaire de comprendre aussi comment notre perception peut être distordue. D'abord, nous avons la proximité. Des études faites sur la perception des formes et des figures ont montré que nous avons tendance à faire des regroupements suivant la proximité. Par exemple, nous aurons tendance à identifier des employés en fonction du département où ils travaillent. Si par exemple les RH reçoivent beaucoup de plaintes des superviseurs, on va finir par penser que les superviseurs sont mal formés, mal élevés, alors que les plaintes ne concernent que quelques superviseurs. À cause de cela, lorsqu'un problème surgira et que l'un des superviseurs est impliqué, l'interprétation sera conditionnée par cette proximité. Puis nous avons la similitude. Nous avons tendance à réunir dans des groupes les choses qui nous paraissent semblables et à séparer celles paraissant différentes. Dans les entreprises qui emploient des femmes et des hommes, on peut facilement considérer que ce sont 2 groupes homogènes. S'il se produit un problème entre 2 employés hommes et femmes de l'entreprise, on peut dire qu'on a des problèmes avec les femmes quand ces dernières sont pointées du doigt. Puis on a les effets des facteurs personnels. Dans la recherche d'une solution dans l'organisation, il est essentiel de tenir compte d'un facteur important qu'est la réaction des personnes avec une sensibilité différente face à de mêmes conditions de stimuli. Ces personnes interprètent les mêmes événements de manière différente, utilisant des concepts différents pour organiser leur raisonnement. Ces différences dépendent de la personnalité de l'individu qui occupe le poste ou de la position qu'il occupe. Puis nous avons les différences de prédisposition. Il y a des employés qui voient des problèmes qui n'existent pas. D'autres se montrent insensibles face à des problèmes qui existent. Un manager qui est dans l'attente de difficultés réagit avec rapidité et animosité face à une difficulté, à des rumeurs ou à une menace de grève. Parfois, il peut montrer sa sensibilité en excès et avoir des réactions exagérées. Puis nous passons donc aux perspectives différentes. Donc l'interprétation
de même contenu dépendra de la situation de celui qui doit trouver une solution au problème et de son éducation. Il est possible que de mêmes conditions découlent des interprétations totalement différentes. Par exemple, si une information circule sur un nombre important de pièces défectueuses dans une chaîne de montage, le superviseur de la chaîne pense qu'il s'agit d'un problème relatif au contrôle de qualité. Le responsable des ressources humaines pense qu'il s'agit d'un manque de concentration des employés. L'ingénieur responsable de la production pense qu'il s'agit d'une négligence de la part du superviseur. Il se peut que tous interprètent correctement la même situation, mais avec des perspectives totalement différentes. Puis nous avons l'orientation différenciée. Il est évident que la motivation joue un rôle important dans l'attention et dans l'interprétation des membres de l'organisation qui affrontent un même problème. Par exemple, on peut trouver un opérateur qui considère que le problème qu'essaie de traiter un comité constitue une menace pour sa proposition, si ça n'est pas résolu. Il va alors essayer de trouver une solution coûte que coûte. Un autre opérateur orienté vers l'interaction et qui participe à la même réunion se montre plus impliqué. Pour ce dernier, le contenu du problème sera de moindre importance. L'opérateur orienté tâche se concentrera sur le problème comme si c'était un casse-tête et ne sera pas satisfait si la réunion se termine sans que les solutions aient été trouvées. Alors, ensuite, nous passons aux intérêts différenciés. Alors, l'attention portée aux personnes et aux éléments impliqués dans le problème varie d'un manager à l'autre. Certains managers montrent plus d'intérêt que d'autres à ce qu'on appelle l'intérêt pour les subordonnés, quand il s'agit de coordination ou quand il s'agit de décisions à prendre à l'intérieur du département. Certains managers montrent plus d'intérêt quand il s'agit de l'intérêt pour l'autorité, par respect au processus et au règlement. D'autres se concentrent sur leur propre intérêt et surtout quand de la résolution du problème dépend une récompense ou l'opinion que se fera le supérieur de lui. Enfin, on va voir donc les visions efficaces dans la perception du problème. L'étude des solutions retenues pour résoudre un problème qui ont connu un succès et celles qui ont connu un échec peut nous éclairer sur les méthodes plus ou moins efficaces pour cerner un problème. Éliminer les redondances pour ne garder que les points importants nous permet de nous concentrer sur les points les plus importants du problème. La réorganisation d'une manière systématique du problème en une série de sous-problèmes permet de simplifier ces perceptions sans perdre de vue les facteurs essentiels. Alors, la recherche de la solution et les prises de décision. La majorité des organisations gouvernementales ou lucratives prenaient des décisions dans le passé à l'aide d'analyses économiques et en termes de facteurs technologiques. Actuellement, le volet social prend de l'importance, ce qui a donné naissance à un modèle socio-économique de la prise de décision. Les organisations deviennent ainsi plus humaines. On voit apparaître une perspective plus holistique du comportement organisationnel. On prend conscience des importants différends qui existent entre les attentes sociales et les réponses des entreprises, notamment en matière de protection de l'environnement, de relations avec la communauté, de protection du consommateur, des conditions de travail, etc. Avec l'intégration des travailleurs dans les processus décisionnels, des méthodes ont été développées pour générer des alternatives et adopter des décisions. Ces méthodes peuvent être le brainstorming, la méthode des groupes nominaux, la technique Delphi et la réunion par forum de manière anonyme.